Mon invité au face-à-face cette semaine, c'est un combattant qui va se battre à la Maison-Blanche. Je pensais pas que j'aurais dit ça il y a 3 ou 4 ans. On l'a appris à le connaître avec son nom de famille, mais depuis 1 ou 2 ans, on le connaît vraiment avec son prénom, Ayman Zahabi. Comment ça va? Très bien, je suis ici à Winnipeg pour l'UFC pour être dans le coin de Mandel Nalo. Oui, ben écoute, regarde, on va en parler tout de suite de Madan Dalo. Après ça, on va aller Ouais. avec toi. Madan Dalo, moi, j'en ai entendu parler beaucoup de lui au gym. C'est un combattant qui est extrêmement talentueux. Il y en a qui m'en ont parlé que c'est un combattant qui est dur à combattre. Il a un style vraiment unique. Il fait ses débuts à Mhm. Winnipeg en fin de semaine, samedi. Moi, j'ai vraiment hâte de le voir, là. Oh, et bon, exact. Et c'est un gars très excitant quand il se bat. Une chose que je dirais de lui, c'est qu'il y a souvent plusieurs combattants qui ont une longue portée, mais j'en ai jamais vu un qui l'utilise comme lui. C'est un vrai maître d'utiliser la distance et sa portée à son avantage. Souvent, je fais du sparring où je m'entraîne avec des gars qui sont 6 pieds 1, 6 pieds 2. Puis leur portée, c'est pas tellement une grosse avantage, mais avec Mandel, j'ai aucune chance parce qu'il sait vraiment comment l'utiliser dans différentes positions et distances. Et je pense qu'il va gagner ce combat par KO contre Jay Herbert cette fin de semaine. Mais je pense qu'il y a 100% de ratio de finition en plus. Ça. C'est un bon finisher Ouais, aussi, là. ouais. Ouais, puis il se donne complètement dans un combat. Donc, on ne l'a jamais vu aller en décision. Donc, c'est une autre chose qui est très excitant pour l'UFC, avoir un combattant comme ça. Maintenant, ces jours-là, le UFC, ils t'aiment plus si tu te donnes complètement que si tu gagnes à chaque combat. Tu sais, il veut pas que quelqu'un se gagne puis le combat soit plate. Tu sais, il veut avoir quelque chose d'excitant, même si tu perds, mais tu as donné une belle performance, ils vont te donner un autre combat. Ils vont continuer à te Ouais. mettre, donner des chances. Mais parlant d'un combat qui sera pas plate, on va parler de ton prochain Ouais. combat qui va être à Oui, la oui, oui. Maison-Blanche. Il y a plein d'affaires que je veux parler dans ce combat-là. Oui, la Maison-Blanche, mais Ouais. ton adversaire, Sean O'Malley, quand même Oui. une des figures les plus populaires de l'organisation. Euh, il y a un message qui était sorti le 1er avril, puis on ne sait pas si c'est un poisson d'avril ou pas. Est-ce que ce combat-là, c'est pour un titre intérimaire? Non, 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 c'est OK, pas ça parfait. d'avril. Mais c'est C'était quand même un drôle parce combat. que, Ça pourrait être un combat éliminatoire quand même pour avoir un combat de championnat du ouais, monde après. c'est un combat éliminatoire. C'est ce qu'ils m'ont dit, Hunter Campbell, quand il m'a appelé, il m'a dit c'était si le gagnant il se bat pour le titre. Donc, quand moi j'ai sorti le 1er avril de mon entraînement, tout le monde m'a envoyé des textos, puis ils m'ont dit, oh, Charles O'Malley, il dit c'est pour le titre, c'est pour le titre, c'est un interim title. Puis je dis, ça serait drôle que je confirme ce qu'il dit. Puis tu sais, tout le monde va commencer à venir mon Instagram pour voir si je confirme ou si je dis que c'est un poisson d'avril. Donc, je l'ai confirmé. Et le monde qui ont vu de moi, mon vidéo, ils ont allé chez l'Instagram de O'Malley, puis après, ils ont pensé que c'était vrai. Puis même Chael Sonnen, il a fait des vidéos, il dit, oh, c'est pour le titre, c'est pour le titre. Puis tout le monde a commencé à sortir des vidéos comme ça. Puis je trouve que c'est comme une drôle de façon de faire une promotion pour le combat, même si c'est pas vrai. Mais il y a beaucoup plus de personnes qui en parlent de notre combat. Puis Mhm. je pense que ça a aidé quand même. Donc, on a essayé d'utiliser tout ce qu'on peut pour, tu sais, pousser le combat. Ben, c'est un peu comme ça marche maintenant hein, avec les réseaux sociaux, c'est super important. Ouais. Mais tu sais, je veux parler de ton style aussi parce que Sean O'Malley, c'est un sniper, c'est un combattant debout qui est vraiment très solide, très précis. Mais tu as tendance à les faire mal paraître, les bons strikers. Tu sais, José Aldo, Marlon Vera, c'est des gars qui sont super bons debout. Tu as tendance à les faire mal paraître parce que c'est un style qui est compliqué à solutionner, mais aussi tu as une espèce t'as cette espèce-là de surcharger un peu l'information que tu donnes à ton adversaire parce que tu fais beaucoup, beaucoup de feintes, puis on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. C'est-tu un peu ta stratégie que tu vas amener contre Sean O'Malley? Inquiète pas, je ne suis pas sûr qu'il nous écoute là, de toute façon. Non, 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 non. Oui, mais, oui, bien mais je veux sûr. que tu me Moi, parles moi, de moi, l'approche de ce combat-là. Ouais. ouais. Mais écoute, la plupart du monde pense que je vais avoir peur de son striking, mais je n'ai pas peur de lui du tout. Tu sais, là, j'ai de la preuve que même si je me fais mal durant un combat, je peux revenir et trouver une façon de gagner. Et comme tu as dit, j'ai battu contre 3 strikers de suite, Pedro Munoz, Mhm. Jose Aldo et Marlon Vera. Puis les trois, ils ont essayé de m'amener au sol. Puis aucun l'a fait. Je sais que Sean O'Malley, plusieurs des personnes qui le regardent pensent pas qu'il est un lutteur ou whatever, mais je te dis, il va shooter ce combat-là contre moi. Et même il a amené Peter Yan au sol. Une fois, il a fait comme un double leg sur Ouais. lui. Il l'a pas gardé au sol, mais il a essayé parce que Peter Yan il avait mis beaucoup de pression sur lui. Et c'est ça que moi j'aime faire aussi. J'aime ça mettre du pression. J'utilise ma défense comme une offensive. Je me protège très bien. J'utilise beaucoup des feintes
pour leur faire sentir une grosse pression et je les force de shooter. Et je pense que je vais être capable de le faire sur Sean O'Malley. Et si il shoot sur moi, ça va être comme une belle réponse à mes prières parce que j'aimerais ça faire du grappling avec lui. J'ai pas peur de ça non plus. Je suis un gars qui a travaillé très fort sur mon grappling durant des années. Et même, le monde oublie que j'allais à New York très souvent pour m'entraîner avec John Danaher puis le Death Squad, comme quand c'était Gary Tonin, Gordon Ryan, Nicky Ryan, puis le groupe Ethan Crownston puis Oliver Taza aussi, de Montréal. On allait là souvent pour s'entraîner ensemble, puis j'ai aussi une très belle lutte. Le monde ne parle pas de ma lutte, mais si je veux, je peux amener les gars au sol. Et j'avais juste pas utilisé ces cartes dans ma carrière parce que moi, j'adore striking en premier. Moi, je suis un striker. Et je vais commencer le combat comme tous mes combats. Je vais commencer sur les pieds. Puis s'il y a une opportunité pour l'amener au sol, je l'amène au sol. T'es ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien, c'est évidemment dans ta carrière à l'UFC présentement, on l'a pas vu beaucoup parce que t'en as pas eu besoin. T'es sur 7 victoires de suite, une solide série. Mais tantôt, t'as dit, les strikers, ils ont essayé de m'amener au sol, mais ils ont essayé de te passer KO aussi. Moi, je veux qu'on parle à Montréal ici. Les 2 soccer kicks que t'as reçus en pleine tronche de José Aldo, moi, j'étais sur le bord de l'octogone, je décrivais les combats, puis j'étais comme, comment il a fait pour rester debout? Parce qu'il y en a eu 2. Le deuxième, peut-être qu'il a moins touché, mais le premier, il y avait un bon élan en arrière de ce soccer kick-là. Ouais. Je pense que, tu sais, il attendait pas si ça serait légal ou illégal, le premier. Ouais. Le premier, il a juste lancé le kick, puis il était chanceux aussi que je me suis en train de lever en même temps. Mais je pense que Dieu m'a sauvé. Je sais pas s'il a envoyé une ange, puis une ange a mis sa main comme ça pour me protéger ma face, mais j'ai rien senti. Même, je savais pas qu'il m'a eu avec un soccer kick jusqu'à temps que le combat était fini, puis je l'ai revu. J'ai senti comme une pression dans ma face, mais je savais pas c'était quoi. Mais dans ma tête, durant ces moments-là, je me suis juste dit, continue à te battre, continue à travailler, tu vas trouver un moyen de revenir, gagne le prochain échange, gagne le prochain 15 secondes et continue à gagner échange par échange. À chaque échange, il faut juste revenir, un échange à la fois, puis tu vas être capable de finir le combat plus fort que lui. Puis c'est ça que j'ai fait à la fin. Donc, non, j'étais vraiment fier de cet résultat parce que, tu sais, durant ma carrière, spécialement avant l'UFC, tout le monde pensait que j'avais pas de cœur, puis j'étais quelqu'un qui était là juste à cause de mon frère, et j'étais pas un homme dur, tu sais. Mais c'était vraiment le combat qui montrait au monde que j'ai pas peur de personne, et même si les choses vont pas, tu sais, de ma manière, je peux revenir dans un combat. Puis j'ai un gros cœur quand je me bats, puis c'est quelque chose que j'adore de faire, c'est ça, de me battre. Puis j'étais fier que j'ai resté calme après tous ces échanges-là. Ben, t'as démontré une belle résilience aussi parce que, tu sais, je veux qu'on parle, tu sais, dans ton début de carrière, t'as gagné ton premier combat à l'UFC, par la suite, t'as subi un KO quand même assez violent face à Ramos en 2017. Mais je veux que tu t'expliques un peu à ceux qui commencent ou ceux qui perdent des combats d'une façon dure, comment t'as fait pour revenir sur le chemin de la victoire, puis là, tu t'en vas dans un combat éliminatoire pour le titre des 135 clés. C'est incroyable, honnêtement, parce que moi, je me souviens de ce cas-là, c'était assez percutant. On était là à New York, mais quel courage, quelle résilience que tu as démontré après. Maintenant, tu es sur une séquence de 7 victoires. Comment qu'on fait pour se relever d'une preuve comme ça? C'était l'enfer, je te dis, mentalement, c'était fou. Physiquement aussi, c'était très dur, parce que, tu sais, les commotions, tu sais jamais la sévérité jusqu'à temps que t'es dans, tu l'as eu. Puis moi, j'en avais une qui était très, très difficile. Ça m'a pris comme 18 mois de tout complètement récupérer physiquement. Mais mentalement, même après le 18 mois, j'étais pas correct. Puis mon prochain combat après contre Vince Morales, je me suis battu avec beaucoup d'anxiété. Tu sais, j'avais vraiment peur. Puis ça m'a fait plus mal de perdre à cause que j'avais peur que perdre par KO. Puis là, je me suis dit, il faut que je me trouve du courage. Puis j'ai trouvé une phrase que j'ai utilisée pour revenir. Je vais le dire en anglais parce que c'est en anglais. I love the fear will set me free. Puis j'ai vraiment dit que, tu sais, écoute, je fais ça parce qu'à 16 ans, je voulais être champion du monde. Et si je veux avoir fier de moi-même, tu sais, le Eman qui avait 16 ans, il faut que je change cette façon de penser et il faut que je trouve du courage, tu sais, pour vivre mes rêves.
Puis, tu sais, j'ai baissé ma tête. J'ai pas fait beaucoup de médias sociaux. Tu sais, j'ai pas fait beaucoup d'Instagram, YouTube, Twitter. Juste dit, OK, je vais me dédier à mon travail. Je vais écouter ce que me dit mon frère, puis mes coachs, puis, tu sais, mon équipe autour de moi, parce qu'eux, ils veulent me voir avoir du succès. Je vais les écouter, je vais travailler très fort, puis on va voir comment je peux avancer dans ma carrière. Et tu sais, là, j'ai des bons résultats. J'en ai gagné 7 de suite. J'ai très, très fier de ça. Mais même avec mon âge, à 38 ans, je le fais pour le Eman de 16 ans. Tu sais, je le fais pour ça et tu sais, d'avoir accompli mes rêves. Ça, c'est ma vraie raison. Je le fais pas pour les partisans. Je le fais pas pour ma femme. Je le fais pas pour mes enfants. Tu sais, oui, c'est une motivation de leur montrer que tu peux avoir du courage et tu peux avoir de résilience. Mais à la fin de la journée, je le fais pour moi-même. Mhm. Ben, t'as raison. Moi, j'ai dit tout le temps, un athlète professionnel, faut que tu sois égoïste pour avoir du succès. Puis c'est exactement ça ce que tu fais présentement. Puis à travers toutes ces années-là, est-ce que, tu sais, évidemment, j'ai commencé l'entrevue en disant, maintenant, on te connaît on connaît ton prénom. Est-ce que ton nom de famille, ça a été un boulet à un moment donné à traîner? Parce que ton frère, évidemment, Firas, qui est un entraîneur légendaire, qui est une figure très, très connue dans le monde des sports de combat, est-ce que ça a été à un moment donné un boulet ou une pression qui était sur tes Mhm. épaules de traîner ce nom de famille-là? Ouais, c'est dur en début de carrière, spécifiquement en amateur, parce que personne ne voulait me battre à cause que mon frère était Mhm. Firas Zahabi, coach de Georges Saint-Pierre, équipe Tristar et tout. Donc, c'était très difficile d'avoir beaucoup d'expérience dans les amateurs. Donc, je pense, tu sais, ça m'a nuit dans cette façon-là que j'avais pas. J'ai signé avec l'UFC à 6-0. Donc, Mhm. j'avais pas une grosse expérience amateur. J'avais juste 3 combats d'MMA en amateur, 8 combats amateurs en tout, tu sais, avec Muay Thai, avec boxe, avec MMA mis ensemble. Et dans ma carrière au début de professionnel, j'avais juste 6 combats avant que j'étais allé dans l'UFC. Donc, je me trouvais dans des gros moments avec pas beaucoup d'expérience en combat. J'étais homme de coin dans l'UFC. J'ai m'entraîné avec beaucoup de personnes. J'en ai fait des tournois de jiu-jitsu et de lutte, mais c'est jamais la même chose que se battre, avoir des vraies expériences dans le cage. Donc, ça me nuit comme ça. Mais tu sais, j'avais beaucoup d'avantages d'avoir Firas comme mon frère, parce que avec Tristan, il y avait plein de monde qui passait au gym. Il y avait Wonder Boy, il y avait Mhm. Kenny Florian, il y avait Miguel Angel Torres qui est venu aussi. Ouais. Donc, je m'ai expérimenté beaucoup avec ces gars-là dans le salle tu sais, de pratique. Mais, tu sais, en termes d'expérience, c'était difficile. Mais là, je trouve que c'est juste un avantage dans ce point-là de ma carrière parce que, tu sais, mon frère, il est très studieux, puis il étudie mes adversaires très bien, puis on trouve toujours une façon de gagner. Puis mon style comme combattant, si tu le regardes, c'est comme un style comme Frankenstein. Je prends les meilleurs éléments de tous des arts martiaux, puis je les mets ensemble Mhm. comme ça pour mon caractère et mes habiletés comme physique. Tu sais. Donc, c'est un drôle de style, mais c'est mon style. Parle-moi de la dynamique justement avec ton frère. Est-ce que vous êtes capable de mettre le côté familial de côté quand c'est le temps Non, d'entraîner dans le gym? Est-ce qu'il est plus dur avec toi parce que c'est ton frère? Tu sais, c'est quoi la ouais. Non, dynamique? Parce que ouais, c'est des fois, différent, là. c'est très, très dur. Puis je pense pas qu'il tu sais, il se rend compte des fois, Mhm. mais à cause qu'on est des frères, tu sais, nous, comme, on est Libanais, tu sais, tu sais, mes parents, ils sont venus du Liban à Mhm. cause du guerre civile, puis on est immigré. Moi, j'étais né au Québec, mais mes parents, ils sont venus du Liban. Puis, tu sais, dans notre culture libanaise, il y a vraiment une structure de famille. Puis mon frère, c'est comme, je peux rien lui dire, tu sais, c'est comme une autorité dans ma famille. Puis C'est hiérarchique un mes peu. frères qui sont plus vieux, eux, sont des plus grosses autorités sur Je nous, tu sais. comprends. Donc, de cette manière, c'est difficile tu sais, de jaser de ce qui se passe des fois dans le gym. Donc, c'est vraiment comme mon coach. Puis moi, je réponds pas vraiment à Ferraz. Puis il me dit quoi faire. Puis des fois, c'est dur. Puis il me critique vraiment fort aussi. Il, est pas, il donne pas le message doucement. Tu sais. Il me dit la vérité. Mais je pense aussi ça, c'est parce que tu sais, il sait que quand je vais dans le cage, le gars, il veut arracher ma tête, puis c'est ma mère, à chaque combat, elle lui dit, ramène ton petit frère sans blessure. Puis, tu sais, lui aussi, il a une pression de Ben ouais. famille. Mhm. Donc, puis tu sais, je suis sa responsabilité à la fin de la journée, dans le vue de mes parents, dans le vue de notre famille, d'une façon.
Donc, ouais, c'est une drôle de chose. Et mon plus gros critique, mais aussi mon plus grand fan. Il n'y a personne qui veut me voir gagner plus que Mhm. mon frère ou tu sais, ma conjointe. On va revenir avec à ton combat à la Maison-Blanche. De un, te Ouais, battre à la Maison-Blanche, c'est assez particulier. Et tu l'as appris en même temps que tout le monde, il paraît ouais, aussi. Là. Il y a yeah, peut-être des rumeurs un peu, là, mais tu l'as appris en même temps qu'ils l'ont annoncé à l'écran, à la télé. Donc, c'est venu ouais, un peu. Ça fait pas très très longtemps que tu le sais, dans le fond, là, quand ils l'ont ouais. annoncé. Comment tu as réagi quand tu as su que c'était à la Maison-Blanche? Puis comment tu perçois ça? Parce que, tu sais, à chaque combat, il faut que tu gères un peu l'environnement qui se passe autour. Tu sais, tu t'es battu un petit peu partout. Ça se ressemble un peu. Là. Tu s'en vas à une arena, tu s'en vas à un casino, peu importe. Sauf que là, tu n'as pas de barème de comparaison. Là. Ouais, non, exactement. Écoute, c'est une grosse honneur pour moi de me battre à la Maison-Blanche parce que il y avait, au début, ils ont choisi juste 12 combattants. Là, ils ont juste ajouté un autre combat à carte. Mais, tu sais, c'est un honneur. Je trouve que UFC, ils ont choisi des combattants que, tu sais, ils ont confiance qu'ils vont faire le poids. Et aussi, ils ont confiance qu'ils vont donner des combats, tu sais, dynamiques et avec beaucoup de drame dedans et des gars qui vont se tout donner. Puis, je suis fier d'être sur cette liste-là. Et aussi, c'est une grosse opportunité. Le gagnant entre moi et Sean O'Malley, on va se battre pour le titre. Mhm. Donc, oui, et une grosse pression de la point de vue que il y aura beaucoup plus du monde qui vont regarder ce combat-là, même des personnes qui n'ont jamais vu des arts martiaux mixtes. Et c'est un honneur d'avoir la chance d'avoir ces nouveaux fans-là, ces nouveaux partisans-là. Mais à la fin de la journée, c'est juste moi puis Sean O'Malley. Puis oui, je trouve que peut-être ils veulent que je perde contre O'Malley. Tu sais, c'est à Maison-Blanche, je suis le seul Canadien. Ils nous ont battus en hockey, hommes et femmes. Ils nous ont battus aux Olympiques. Ils nous ont battus en baseball. Tu sais, ils aimeraient ça avoir un autre Américain par-dessus de nous, mais cette journée-là, je me bats pour tout le pays. Est-ce que tu sens cette espèce de valeur politique-là dans cette Ouais, je pression le de ce sens un peu. combat-là? Écoute, tout le monde m'en parle, donc Ouais, je le ben. sens. On a aussi une fierté, nous, les Mhm. Québécois, les Canadiens. Écoute, on n'est pas des personnes qui aiment ça se faire écraser. Puis je vais montrer aux Américains notre vrai caractère. Est-ce que tu penses que maintenant, tu sais, avec Sean O'Malley, que oui, il a gagné son dernier combat, mais c'était pas une performance spectaculaire qu'il donne toujours, est-ce que tu penses que sa confiance n'est pas autant qu'elle était au top avant? C'est un bon Ouais. moment pour affronter Sean O'Malley puis aller le déstabiliser aussi. Le moment va être tellement gros, puis veut pas. Je te manque Mhm. pas de respect, mais tu sais, la tension de Sean O'Malley dans ce combat-là va être énorme à cause qu'il est très flamboyant, à cause Ouais. sur ce qu'il parle à ses réseaux sociaux aussi. C'est une grande vedette. Mais il reste Ouais. qu'il va y avoir beaucoup de pression sur les épaules. Là. Je pense qu'il y a plus de pression sur ses épaules à lui que de pression sur moi. Moi, écoute, personne ne pense que je vais gagner. Je suis un gros underdog. Donc, moi, si je vais là-bas puis je donne une très belle performance puis je perds, le monde, ils vont être ah, on savait qu'il va le perdre. Mm. But, wow, il a tellement bien performé, il a tellement un bon striking, blablabla, je gagne. Et si je gagne le combat, je l'éclate puis je le casse en deux puis il prend sa retraite, le monde vont être fascinés avec moi. Donc, moi, je n'ai pas eu de pression de gagner. Moi, la seule pression, c'est de sortir là et de performer. Mais moi, dans ma tête, quand je regarde les combats de Sean O'Malley, je le trouve que je peux l'éclater. Mhm. Je veux vraiment que, après ce combat-là, il regrette de le prendre, puis il retourne plus jamais dans l'octogone. Il va se dire, écoute, je peux pas. Parce que même lui, quand j'ai fait le call-out, quand j'ai battu Marlon Vera, Mhm. il a trouvé ça drôle, tu sais, comme il a levé son nez à moi. Ouais. Tu sais. Et moi, j'ai dit sur Ariel, j'ai dit, il n'y a pas besoin d'un combat facile, parce que tout le monde trouve que je suis un combat facile. Tu sais, je peux pas changer cette perspective du monde. Mais à la fin de la journée, il a pris le combat parce qu'il voulait le plus d'argent pour le combat le plus facile. Donc, genre, tu sais, j'ai hâte de le surprendre. Mhm. Ben, corrige-moi si je me trompe, mais tu as été underdog dans tes deux derniers combats, puis ça a quand même bien été. Là. Je veux dire, est-ce que c'est quelque chose mettons, qui allume une switch qui n'est pas allumée, qui est, je veux dire, les switches sont déjà toutes allumées, il faudrait peut-être en Ouais, allumer une autre là, pour te motiver encore plus. Évidemment, avec des déclarations incendiaires comme Sean O'Malley qui dit que s'il voulait un combat facile. Tu sais ouais. comme moi, il n'y en a pas de combat facile dans cette organisation-là, puis je pense que ton style aussi est très compliqué à combattre. Là. Ouais, je pense que c'est underdog dans les 4 derniers combats de Mhm. suite. Même avec Javid, excuse-moi, et j'étais plus 650. Puis, tu sais, je trouve ça drôle parce que
les personnes, c'est comme un popularity contest. Le gars qui a le plus de fans, c'est lui qui va être le favori parce que le plus de monde va mettre de l'argent sur lui. La plupart du temps, moi j'ai un très petit following. J'ai pas une grosse nombre de personnes qui me suivent sur les sociaux. Quand je me battu contre Ozzy Aldo, lui, il a comme 9 million followers. Ça, j'ai trouvé comme un peu choquant comment les personnes ils m'ont commencé à m'haïr durant les 2 mois de camp d'entraînement. Ils m'ont envoyé des messages, ils voulaient me tuer. Ils ont envoyé des messages à ma femme, comment elle était laide, puis nos enfants sont ouais, laids. hein? Puis, ouais, puis Wow. avec Javid Basharat, même chose. Son fanbase était très disrespectueux. Mais avec Sean O'Malley, à ce point-là, lui aussi est très populaire, mais ses fans à lui, ses partisans à lui, sont pas si méchants, je trouve. Puis je sais pas si c'est parce que moi aussi, je me suis monté dans les rankings. Le monde sont plus Ben, gentils avec moi sur je pense que tu sur as les. prouvé ton point aussi là, avec les dernières performances que tu as eues. Ouais. À un moment donné, il y a un respect qui vient s'installer aussi envers le combattant, mais surtout la personne. Les réseaux sociaux, tu le sais comme moi, là, ça peut être très, très bon, mais ça peut être très, très mauvais aussi. Tu as eu Ouais, l'expérience. exact. Le pire, c'était avec Aldo, parce que je n'étais pas vraiment connu, puis lui, il est vraiment établi. Mais maintenant, je trouve que ça a changé complètement. Comme j'ai fait un petit deal avec OVO, le brand de Ouais. Drake. Puis après que j'ai mis cette vidéo, là, tout le monde pense que je suis cool et tout ça. Donc, tu sais, ça change aussi avoir des sponsors et faire des collaborations avec des bonnes brands et tout ça. Donc, les choses changent dans ma faveur ces jours-là. Le monde commence à tourner et changer leurs idées de moi. Donc, de moins en moins de pression pour moi. Et je sais, comme les autres combats, si je fais tout ce que je peux dans l'entraînement, je viens pour me gagner. Je viens pour performer. Et ce gars-là, je veux le manger. Je veux que tu me passes, justement, tu dis les choses changent. Ça fait longtemps que tu es dans ce monde-là des combats. Ton frère est propriétaire du Tristar depuis presque 20 ans maintenant. Comment est-ce que le sport a changé à travers ces années-là? Comment tu perçois le sport aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment mieux qu'avant? Évidemment, les athlètes sont beaucoup plus meilleurs, sont plus complets. Mais comment tu vois la perception, surtout dans le gym Tristar? Parce qu'il y a tellement de stars qui ont passé dans ce gym-là. Tu les as toutes vues, tu t'es entraîné avec. C'est quoi maintenant la dynamique par rapport à ce sport-là maintenant? Oui, je dirais qu'une grosse chose qui a changé, c'est maintenant, il y a plusieurs gars qui s'entraînent au Tristar ou partout dans le monde qui ont commencé à s'entraîner jiu-jitsu à 5 ans. Ou karaté en 5 ans avec l'idée de venir en MMA. Ou lutte de 5 ans et venir en MMA. Leurs parents les jeunes d'aujourd'hui, leurs parents avaient l'idée de les mettre dans les arts martiaux mixtes. Ils ont commencé avec un sport, mais au fur et à mesure que les années ont passé, il y avait la fin dans la tête qu'ils voulaient faire l'art martiaux mixte. Donc, les gars sont beaucoup meilleurs. La prochaine génération va être meilleure que la génération d'avant. Et c'est pas une attaque, mais c'est à cause de la situation qui a changé. Oui, il y avait toujours des gars qui faisaient du karaté dans les générations avant. Comme Georges, il faisait du karaté depuis qu'il avait 4 ans. Mais son père, il n'avait pas l'idée de faire des arts martiaux mixtes. Donc, il n'avait pas fait de la lutte, il n'avait pas fait du jiu-jitsu quand il était jeune. C'était pas l'idée. Lui, c'était juste pour se défendre. Donc, ça a vraiment changé de cette manière-là. Mais de l'autre côté, ce qui est pire, je trouve, qu'ils ne sont pas assez forts mentalement que la génération d'avant. Et je trouve ça parce que, les gars comme Georges, comme toi, comme David Loiseau, puis la première génération, québécoise, vous n'avez pas commencé quand vous étiez jeune, donc vous avez comme un fin de fermer vos trous. Puis il y avait comme une urgence de le faire aussi. Parce que vous savez que vous n'étiez pas complet, parce que ce n'était pas dans votre circonstance. Donc, vous prenez ça très sérieux et vous travaillez très fort, vous êtes très discipliné. Comme Georges est plus discipliné que les jeunes d'aujourd'hui. Même à 44 ans, la façon qu'il s'entraîne, la façon qu'il prend sa nutrition et tout ça, c'est un autre niveau de discipline. Puis même moi, je trouve que moi, je fais des choses dans mon gym, puis tous mes gars, ils ont accès, puis ils ne font pas non plus. Donc, puis c'est là, puis ils me voient rentrer plus tôt que eux. Puis ils voient que je finis plus tard que eux, puis je fais toutes ces affaires, puis je travaille comme ça, mais ils le font pas. So, oui, d'une façon, oui, ils sont meilleurs, ils ont une meilleure
début, je trouve, Mhm. d'apprentissage, mais je sais pas s'ils ont le même feu que nous, on a. Puis moi, Pas je suis plus peut-être. jeune que toi, tu sais, je suis une génération après toi, Ouais. mais je trouve que j'ai un peu plus de feu comme vous que eux. Tu sais, moi, je suis comme entre les deux. Ouais, mais t'as côtoyé ces old school-là aussi. T'as vu c'était quoi. C'est peut-être pour ça que maintenant, à 38 ans, quand même, t'as tes Ouais, meilleures années de ta carrière. Tu sais, je veux dire, ouais, c'est quand même fou de voir que, tu sais, v'là 10 ans, les gars à 38 ans étaient finis. Aujourd'hui, tu yeah. vois des gars de 38 ans comme toi qui sont en top shape, qui ont les meilleures années de leur vie, qui atteignent un pic de performance beaucoup plus vieux maintenant, là. Ouais, ouais, non, je trouve que c'est une vérité. Même Mandel Nalo, tu sais, juste parce que, tu sais, il se bosse cette fin de semaine, Mhm. il vient juste de signer à 36 ans à l'UFC. Puis on a aussi un autre Québécois, Julien Leblanc, qui a signé 34. avec l'UFC il y a 34 ans. Puis, tu sais, j'ai parlé à ces deux gars hier, puis je lui ai dit, écoute, dans 5 ans, tu peux changer ta vie dans l'UFC. Si tu as des belles performances, si tu gagnes ou tu perds, ils vont te donner des chances, mais si tu te bats avec tout ton cœur, puis tu leur montres que tu veux être là, puis tu donnes des combattants excitants, ils vont te garder. Ils s'en foutent de ton âge vraiment, parce qu'ils veulent avoir plus de partisans qui regardent l'UFC. Puis, écoute, il y a une chose que moi j'aimerais, tu sais, mettre comme une loupe dessus au Québec, c'est qu'on a besoin des combats amateurs pour Mhm. les arts martiaux mixtes, légales, où on peut faire partout au Québec, parce que, tu sais, on est bon à se battre. Puis je sais que, tu sais, il y en a des Québécois qui n'aiment pas ça, l'UFC, ou, tu sais, on regarde des combats, mais, tu sais, on se bat sur la glace, tu sais, on se bat dans le hockey. Tu sais, on aime ça, les combats, puis on est Mhm. vraiment bons, on a des très belles équipes, puis on a des très belles jeunes qui sont bons en karaté, en jiu-jitsu, puis en lutte au Québec. Puis, tu sais, c'est dur pour eux d'avoir de l'expérience en amateur, et pour qu'ils se rendent à l'UFC avec une bonne expérience professionnelle aussi, avant 30 ans. Comme la Mhm. plupart des gars qui ils signent, c'est plus tôt, plus tard dans leur âge. Et oui, c'est pas une grosse négatif, mais on aurait aussi une meilleure qualité de Québécois pour la MMA si on avait une base d'amateurs Mhm. plus profonde où on peut expérimenter puis prendre des chances dans l'amateur avant qu'on y va pro. Puis on aura une meilleure chance d'avoir un champion québécois dans l'UFC si on avait, tu sais, on était capable de les avoir en amateur et de donner une bonne expérience. Ben, construire une meilleure relève, là, parce que, tu sais, moi, je dis tout le temps, les médias traditionnels, ils parlent de Georges, sont bien fiers de Georges, il vient de chez nous, c'est Oui, un Québec, mais on n'endosse pas son sport en mettant une régie qui va contrôler le sport amateur pour justement créer cette relève-là, tu sais. Fait que moi, je suis très d'accord avec toi, tu sais, puis tu sais comme moi, le Québec, c'est une pépinière de combattants, de jeunes bons combattants qui manquent de vitrine pour se faire valoir, là. ouais, puis même pour, tu sais, la société, je sais pas si c'est ton expérience, Pat, mais les gars qui viennent, qui sont des gars de rue ou whatever, puis ils commencent à faire des arts martiaux, ils se calment. Mhm. Puis des enfants qui n'ont pas de confiance, puis ils viennent, ils font des arts martiaux, tu sais, ils deviennent plus confiants, ils se font bully moins. Puis des gars qui sont, tu sais, des gars qui sont durs, ils se ramollissent un peu, puis ils deviennent plus humbles parce que, tu sais, il y a toujours quelqu'un qui est plus grand, toujours quelqu'un meilleur que lui. Tu sais, ça joue des deux côtés, les arts martiaux. C'est une bonne chose, je trouve, pour la société. Le monde pense que si tu vas faire ces entraînements-là, tu vas devenir plus violent, mais je pense que c'est l'inverse. Tu Mhm. deviens moins violent, et si tu n'as pas de confiance, puis tu es quelqu'un qui est un victime à la violence, ça t'aide à l'arrêter, la violence que tu expériences. Donc, je pense que ça résout le problème de deux façons. Ça dépend de t'es qui dans cette équation, mais je trouve que c'est une bonne chose. Et ce serait bien pour les personnes qui vont à l'école, à primaire ou secondaire, d'avoir ces expériences-là. Ouais, je suis d'accord. Moi, je dis tout le temps, les arts martiaux en ont bien plus sauvé qu'ils en ont mis dans le trouble, hein. Fait que Oui, c'est sûr. c'est Moi, je trouve exactement ça ça. à 100%. Le 14 juin, Eamon Zabi, on va te voir Oui. à la Maison-Blanche face à Sean O'Malley. On a hâte. Ça va être un moment historique et on a vraiment confiance en toi pour aller passer à travers cet Américain-là puis aller chercher ce combat de championnat du monde-là. Merci de ton temps. Ça a été super entrevue. Merci beaucoup. Oh, merci à toi.